Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Stéphane Reich pour ce Festival d'Avignon 2026, un nouveau cru qui promet. Et d'ailleurs, la pièce qu'il interprète et dont il est l'auteur d'Aron Noir, Père, mec, fils, promet de vous étonner. Le sujet est assez d'actualité. Je trouve qu'il mérite d'être creusé et c'est ce qu'on va faire ensemble pour cette petite demi-heure avec Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour Christine, bonjour. Ça commence bien. J'ai la langue qui fourche dès le départ. Ça m'arrive souvent. C'est drôle. Bonjour, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de vous rencontrer puis de parler de Daron Noir, Père, mec, fils. C'est toujours un plaisir. Alors, père, mec, fils, mais aussi humoriste, pianiste, ça fait beaucoup ? Ça fait beaucoup, mais déjà père, ça fait beaucoup. Et alors effectivement, quand on rajoute tous les autres, ça, c'est le sujet du spectacle. Rajouter tous ces rôles, comment est-ce qu'on jongle avec tous ces rôles ? Est-ce qu'un rôle écrase le précédent ? Non, c'est tout ça, ça se tuile. Et puis les espaces de la journée, en fonction des moments de la journée, on fait ce qu'on peut déjà. Et quand on fait, c'est déjà bien. Est-ce que les nouveaux pères déconstruits sont mis au défi aujourd'hui justement d'embrasser tous ces rôles ? C'est toute la question. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez la BD L'arnaque des nouveaux pères, est-ce que les mecs déconstruits existent déjà ? Oui. Est-ce que toutes les femmes sont déconstruites ? Ça aussi, c'est une autre question à se poser. Déjà, est-ce que tous les pères sont contents d'être pères ? Est-ce que toutes les mères sont à la hauteur de ce que la société et leur propre mère mettaient sur leurs épaules ? C'est un peu tout ça que j'essaie de questionner. En tout cas, moi, je me sens pas spécialement pas déconstruit, même si ce terme-là est très très mystérieux et il me donne beaucoup de pression en fait sur les épaules. Mais ce dont je suis content, c'est que c'est de mon rôle de père. J'aime beaucoup ça et ça m'a beaucoup questionné sur mon passé. Et sur mon rôle au quotidien de fils de mes parents et de compagnon de ma femme et de potes de mes potes qui parlent pas et qui ont des enfants pour certains. Et c'est quand je suis devenu père que tout ça est revenu à la surface en tout cas. En fait, ce qui est très intéressant dans la pièce, c'est que on comprend aussi qu'un homme a plusieurs vies, alors qu'auparavant c'était un peu un discours de femme. De jongler entre toutes nos vies, mais les hommes aussi jonglent entre toutes leurs vies, et donc à raison de plus lorsqu'on est musicien. De quelle manière as-tu voulu traiter le sujet dans la pièce, en fait, sur cette justement ces nouveaux agendas, ces nouvelles vies qui sont multiples. Comment as-tu voulu le traiter ? Alors avec humour déjà. Alors, le spectacle, il est né à partir d'un sketch qui était embryonnaire sur le rôle de papa. C'était un sketch dont on peut voir quelquefois d'autres versions, d'autres humoristes, le papa et la maman qui sont écrasés par le fait de faire plein de courses, de changer les couches, de pas savoir faire en fait les choses de papa ou de maman. Et de ce sketch de 5 à 10 minutes est né un propos sur quand on n'arrive pas à faire ça, ou même quand on y arrive, est-ce que le père peut sortir de la critique qu'on lui affuble régulièrement, c'est-à-dire d'être nul et d'être absent. C'est-à-dire, est-ce qu'un père pas absent et peut-être un peu moins nul a le droit d'exister dans le discours contemporain ? Et du coup, qu'est-ce que ça permet aussi sur le discours qu'on affuble aux mères, aux femmes ? Cette comparaison, elle est évidemment à travers moi, puisque je parle de mon expérience de la paternité, qui est un peu le fil rouge. Et pour essayer de pas être trop ouin-ouin, parce que c'est quand même le risque pour les hommes, c'est d'être ouin-ouin. Déjà, quand on prend la parole, c'est beaucoup, mais si on prend trop la parole, c'est le mansplaining, c'est le ouin-ouin, etc. Et j'ai trouvé un partenaire de scène qui est un peu le moi pire que moi, et en l'occurrence, c'est un piano, qui a la parole par la musique, qui prend la parole tout seul quelquefois, qui me coupe la parole, mais qui est un peu pire que moi, aussi bien dans le côté moralisateur que dans le côté un peu trashouille par moment. Et du coup, ça me permet moi d'ajuster mes zones grises en tant que papa. Voilà. Donc c'est un seul en scène à deux avec un piano. Très intéressant. Et tu as tout à fait conscience d'être dans des sujets absolument contemporains, des questionnements qu'on a tous, hommes et femmes, sur les places et les rôles de chacun. C'est quelque chose qui interroge énormément. Est-ce que tu as trouvé quelques réponses en travaillant sur ce spectacle ?
Oui, il y a des réponses, par exemple, sur le rôle que j'avais, la relation que j'avais avec mes parents. On dit souvent que les relations avec les parents, elles s'apaisent quand les enfants arrivent, ou en tout cas quand on se questionne autour de nous, est-ce que nos frères, nos amis ont des enfants, et cet âge-là, entre 30 et, j'allais dire, entre 25 et 50, quoi, à vue de nez, ça rebat les cartes sur la relation qu'on a avec ses propres parents. Et ce qui est sûr, c'est que les premières versions de mon spectacle n'étaient pas du tout les mêmes sur le propos que j'avais à l'égard de mes parents. Il y a eu une phase, disons, d'amertume, un petit peu, qui donnait un petit peu aussi d'humour sur la manière que j'avais de réagir à ce que m'avaient inculqué mes parents. Et puis finalement, je trouve que les dernières versions, je l'espère en tout cas, elles sont plus tendres et elles sont un peu plus dans le remerciement de ce que mes parents m'ont donné, m'ont appris. Et aussi un pardon de mon côté sur ce que j'ai l'impression qu'ils ont raté. Mais bon, chacun fait ses erreurs, hein. Moi je fais les miennes et puis je m'en rendrai compte dans 20 ans, hein. C'est mes enfants qui me diront que là-dessus j'ai merdé. Voilà. Donc cette réponse, je pense que je l'ai eue à travers le spectacle. Ça c'est certain. Pas tant sur ma relation à mes propres enfants, mais ma relation moi en tant qu'enfant de mes parents. Et qui se répercute forcément sur ma manière d'être papa. C'est vrai que la paternité reste une occasion formidable justement de transcender toute notre vie, toutes nos histoires. On voit bien que ça opère un reset et que rien n'est pareil après, et qu'à la lumière de cette expérience très forte, en fait, on revoit notre propre histoire, et je pense que ça amène à plus de gratitude. J'espère. Je voyais aussi, par exemple, pour en avoir parlé avec des amis et non amis qui sont venus voir le spectacle, j'ai pas le même discours après spectacle, de manière générale, avec les hommes et avec les femmes. On voit bien que déjà dans la société, le rôle du père et de la mère sont pas du tout traités de la même manière, hein. On peut aller dans le cliché de une femme qui se balade avec des enfants, on va la critiquer et elle n'est jamais allée à hauteur, et un père qu'on voit pour une fois avec la poussette, c'est le roi du monde et tout le monde l'encense. Il y a un petit peu de ça, c'est vrai, mais il y a aussi un petit peu de déni, c'est-à-dire qu'on se complaît un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire que les mères ont le droit de pas être à la hauteur, et on a le droit aussi de se critiquer sur la position d'une maman. Et puis on a le droit aussi peut-être de laisser un peu plus de place aux pères, et un peu de place à leurs erreurs aussi. Voilà. Là, ça fait très loin, moi, ce que je dis, d'une certaine manière. Mais j'entends bien. En fait, tu verrais ton spectacle comme une sorte d'ode à la tolérance. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Une aide à la tolérance, une ode et une aide à la tolérance. Ouais, et une possibilité de critiquer l'homme et de lui laisser la place de merder aussi, parce que dès qu'on met un peu l'attention et la critique sur l'homme, d'une certaine manière, on libère aussi la maman. La femme. Non, je parle de manière un peu générale des couples hétérosexuels, mais en fait la partie, les questionnements sur l'homosexualité, notamment la crainte de l'homophobie. Il y a un sketch dans mon spectacle qui est la crainte de l'homophobie de mon fils plus tard. Ça existe aussi dans mon spectacle. Je me contente pas que des couples hétéronormés, si je puis dire. Mais je prends quand même cette base-là, puisque c'est ma situation à moi, et à travers cette situation-là, j'essaie de voir. Ouais, finalement, quand on met le focus sur les pères, mais pas que sur la question de leur absence, leur critique, mais aussi sur la prise en compte de leur critique, de leur autocritique, en fait, on enlève le focus un petit peu sur les mères, qui ont déjà tellement à gérer, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Mais il me revient en mémoire que Freud disait que cette fameuse phrase « Élevez vos enfants comme vous le souhaitez, de toute façon ce sera mal ». On se rend pas compte, de toute façon on fait des dégâts, c'est sûr. Et ça c'est mon beau-père qui m'avait dit une fois, de toute façon il y a plein de choses qu'on fait mal, le tout c'est de faire le moins de dégâts possible. Voilà, en toute conscience. Et inconsciemment on fait des dégâts, mais on espère qu'ils sont pas trop profonds. Je pense qu'il faut faire au mieux, mais personne n'est parfait. Personne ne peut prétendre avoir trouvé la pédagogie la plus efficace. Tout le monde se trompe. Donc déjà, à partir du moment où on admet ça, je pense qu'on est prêt à beaucoup d'expérience. Mais dis-moi, il y a quelque chose sur quoi j'aimerais t'entendre, parce que c'est un sujet qui est brûlant, et très très brûlant même, c'est le masculinisme qui arrive dans notre société, qui arrive de façon extrêmement sérieuse et préoccupante, et c'est un sujet aussi que tu abordes dans ton spectacle. Est-ce que tu peux nous dire ton approche de cette nouvelle tendance ? Bien sûr,
à travers l'humour, en fait, c'est surtout de l'humour. J'essaie de voir à quel moment mon personnage qui s'interroge et qui parle à son piano est plutôt dans la zone grise, alors que le piano serait plutôt dans les excès. Un peu comme ses touches, quoi. La vie est toute noire ou toute blanche, quoi, pour le piano, et moi je suis un peu entre les deux. Donc quand j'agis sur scène, il y a des moments où je suis un peu dans les travers du mascu, parce que même si j'ai que 43 ans, il y a des choses qui sont plus tolérables aujourd'hui et qui, quand moi j'avais 20 ans, étaient malheureusement encore tolérées. Et si on va dans les générations précédentes, c'est encore pire. Voilà. Donc j'essaie de questionner cette chose-là. Mais d'une certaine manière, ce qui est, je crois, l'axe que j'ai essayé de creuser le plus profondément vis-à-vis du masculinisme, puisque c'est ta question au départ, j'espère que je la perds pas, c'est éduquer nos fils, quoi. Ça, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de tags qui sont changés régulièrement. J'ai remarqué ça dernièrement. Il y avait beaucoup de tags qui étaient protégez vos filles, protégez nos filles, qui maintenant sont barrés, et souvent les taggeurs ont mis en dessous éduquez vos fils, éduquons nos fils. Et c'est vrai que c'est, je dirais même, éduquons nos filles et nos fils, parce que la pensée masculine, elle est pas uniquement traitée par les hommes. Bien sûr qu'elle est souvent traitée et mise en place par les hommes, mais il y a des femmes qui malheureusement partagent par déni, par ignorance, par bêtise, ces positionnements-là. Et donc ça influe aussi sur l'éducation des filles. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On voit bien. Ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que tu ramènes toujours le sujet en fait à la mixité, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas tout blanc, tout noir, il n'y a pas le monde des hommes et le monde des femmes. Voilà, il y a des personnes adultes et tu évites de cliver. Je sais pas si j'évite de cliver, mais par exemple, j'ai remarqué dans les retours des anciennes générations, il y a des gens qui sont venus me voir, et je dirais beaucoup de femmes d'une ancienne génération qui avaient des propos en fait assez étonnant, c'est-à-dire que j'aurais pu m'attendre des positions un peu de personnes qui ont galéré et qui ont subi toute leur vie le patriarcat, voire le masculinisme, voire les choses d'un ancien temps. Et finalement, les personnes qui venaient me voir avaient un propos un peu en décalage avec la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était intégré dans leur être, dans toute leur vie. Et la nouveauté, disons, des générations futures, elle est pas l'apanage des personnes uniquement disons un petit peu âgées, un peu seniors. Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de sexe, c'est une question d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. On parle quand même de phénomène de backlash par rapport au féminisme et à MeToo, avec cette montée très très dure du masculinisme. Il y a quand même un effet retour très très violent. Et je pense que ça va un cran au-dessus encore que des propos patriarcaux des aînés. Là, on est dans la haine de la femme, vraiment. On est dans la haine de la... En fait, je vois bien que le néologisme masculinisme, qui je crois s'appuie en plus sur la montée en puissance d'un féminisme, avec ses excès aussi, hein, mais il est opposé, disons, étymologiquement, alors qu'on sait très bien que le féminisme est au départ et en grande majorité une nécessité de la lutte pour une égalité des droits. Voilà. Alors que le masculinisme a plutôt une tendance à la perpétuation des systèmes à l'ancienne, où il y en a qui ont plus de droits que les autres. Voilà. C'est terrible. Dans mon spectacle, je le prends un petit peu de côté, cet aspect masculiniste, parce que moi je suis pas le personnage masculiniste. Mais il y a par moments des réflexes qui sont pris en compte par mon personnage en scène, par ma persona, et qui sont tout de suite mis en alarme. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand je dépasse la borne du tolérable, même juste dans le verbal, le piano revient à la charge et il vient me questionner sur ça peut plus fonctionner. Par l'humour ou par la musique. Et c'est ça qui m'intéresse, de questionner les moments où en fait, en fonction de notre rôle et de notre âge, notre sexe, il y a des moments où on va un tout petit peu trop loin de ce qui pourrait être un équilibre. Et collectivement, il faut s'interroger à ce moment-là, au moment où le bas blesse. Voilà. Et les mots ont un rôle primordial. C'est-à-dire que les mots désignent et les mots tranchent. Le vocabulaire utilisé par les deux camps
est assez, comment dire, est assez symbolique et très fort. Il faut peser les mots qu'on prononce dans certaines situations. Clairement. Et puis même les plaisanteries, pour le coup. Même les plaisanteries. Mon spectacle est un spectacle d'humour, mais il y a des plaisanteries qui ne se font pas parce que la plaisanterie, elle peut marquer à vie un enfant, une personne, un homme, un père, une mère. Ça c'est clair. Et du coup, j'essaie de prendre ça en dérision. Mais le propos du spectacle, quand même, en sortant, c'est bon. Si on va un peu trop loin, essayons d'arrêter déjà. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compagnie des Suricates ? Alors les sucricates. Les sucricates. Non, c'est tout à fait normal. Et moi-même, je me trompe une fois sur deux. Les suricates, en fait, j'ai une tendance à l'hyperactivité. Et on m'a souvent surnommé un suricate, toujours en alerte, tu vois, sur et l'effet de société et sur ma vie tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'étais un petit peu. Et puis j'adore le sucre, donc qui est ma drogue, ma seule drogue. Welcome. Ouais, je prends pas d'autres drogues, mais celle-ci, c'est vrai que le sucre, je suis tombé dedans assez tôt dans ma vie et j'en suis pas sorti. Voilà. Et du coup, le nom de la compagnie, il essaye justement de refléter cette envie d'enfance, de dérision. Le sucre, c'est aussi lié aux fêtes d'enfants, quoi, les bonbons, le secret. Les fêtes d'anniversaire, ce genre de trucs, la blague, quoi, aussi, les couleurs et les suricates qui sont en perpétuelle alarme au cas où quelqu'un rentrerait pour bouffer la tribu, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qu'on a essayé de mettre dans la. Ça y est, j'ai l'image. T'as l'image ? La suricate hyper excitée par le sucre qui vient de manger. Je le vois très bien. Une montagne de fraises tagada et dessus une espèce de souriceau qui fait attention à ce que personne vienne les bouffer. Ouais, c'est ça. Dis-moi, pour conclure notre entretien, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la plus grande complexité à laquelle tu t'es mesuré pour créer ton spectacle ? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile pour correspondre à ce que tu voulais en faire ? Dans l'humour, quand j'ai commencé très tard, j'avais 40 ans. Quand je me suis inscrit dans un cours du soir, j'ai fait 1 an de cours du soir, puis 1 an en formation intensive à l'école du One Man Show à Paris, 1 an de pause pour des raisons personnelles, puis une autre formation intensive à l'école des Arts du Rire, à Les Arts, à la Scala. Je dirais que pour trouver son clown, d'une certaine manière, il faut se sentir à l'aise déjà. Il faut être en confiance. La confiance, elle vient parce que tu la nourris toi-même et elle se donne aussi, la confiance. Et pour me trouver en confiance, ça a été compliqué. Et donc j'ai pris un outil, en l'occurrence un instrument, avec lequel je me suis toujours senti en confiance depuis que j'ai appris à en jouer, c'est le piano. Alors, ça a été je crois que mon coup de maître, parce qu'apparemment, ça fonctionne très bien sur scène et les gens apprécient ce côté-là. Ils apprécient peut-être pas mon texte, mais pour ceux qui n'ont pas aimé mon spectacle, et il y en a, ça arrive. Et c'est toujours utile d'entendre aussi les critiques de son spectacle, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le piano, je me suis senti en confiance. Le problème, c'est qu'un piano, c'est très lourd, et que du coup, la difficulté majeure maintenant, c'est quand je pars en tournée, c'est comment je fais pour trouver un piano et sur place ou pour emmener le mien dans mon coffre. Voilà. Donc c'est à la fois mon meilleur copain et mon pire ennemi pour le spectacle. Mais venez voir parce que j'ai un piano très particulier et il a un nom particulier que je peux pas spoiler comme ça à la radio. Venez voir le spectacle, vous allez voir, c'est pas n'importe quel piano. Donc vous êtes 2 sur scène. On est 2 sur scène. On est 2 sur scène et on est en accord, si je puis dire. En harmonie même. En harmonie ? En harmonie. Et où est-ce qu'on pourra aller te voir à Avignon alors ? Alors à Avignon, je joue tous les soirs, sauf les mercredis, mais tous les soirs, donc tout le temps du festival, du 4 au 25 juillet, tous les soirs à 20h25 au Cadencia, qui est Place Pi. Donc c'est assez reconnaissable, le Cadencia, qui m'accueille à un horaire génial et puis vous me verrez probablement dans la rue aussi avec mon ami le piano. Et puis n'hésitez pas à venir me voir après le spectacle si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, je suis très content toujours de discuter et c'est comme ça une dramaturgie, un discours autour d'un spectacle se construit. C'est comme ça qu'un spectacle progresse aussi, avec les bons et les mauvais retours. Voilà. Mais je suis sûr qu'il n'y aura que des bons retours. Non, mais j'espère. Non, en fait, non, j'espère qu'il y aura aussi des mauvais retours parce il y a toujours des choses très bien et il peut y avoir des choses qu'on aime moins et c'est pas pour ça que je vais tout changer, hein, mais
Moi j'adore ça. Discuter avec les gens de ce qu'on a pu proposer, c'est quand même l'objectif. Hein. Bien sûr. Et tu fais partie de ces personnes qui aiment dialoguer avec le public une fois le spectacle terminé? Ouais, et même pendant. Même pendant? Ah oui, il y a des petits moments. Je fais aussi du stand-up et j'ai gardé du moment stand-up. C'est pas que du stand-up, loin de là. C'est vraiment un seul en scène, disons, plutôt de style café-théâtre avec beaucoup de musique. Mais il y a un petit peu de stand-up. Et le stand-up peut inclure, comme tu le sais, des moments d'échange direct avec le public. Et ça, en plus, ça nourrit le spectacle. Voilà. Ça fait vraiment très envie. Je rappelle le nom de ton spectacle, Daron Noir, père, mec, fils. Et on est toujours avec Stéphane Recher qui a programmé ce spectacle qui est absolument unique, avec donc un deuxième invité sur scène qui est son piano, et je vous invite vivement à le découvrir. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire que la SACD, ça c'est important, déjà il faut le dire, la SACD c'est super et ils m'ont aidé pour venir. Donc je bénéficie du fonds Humour SACD Avignon Off et je les remercie. Et ça veut dire aussi qu'il y a un petit label qui a dit tiens, ça peut être intéressant ce spectacle, n'hésitez pas à venir me voir. Bravo, mais on peut développer l'acronyme pour les personnes qui connaissent pas le... La Société des auteurs dramatiques, la SACD, fondée par Beaumarchais, voilà. Et donc ils aident tout un tas de spectacles et tout un tas de styles de spectacles. Et en l'occurrence, ils m'aident pour la partie. Moi, je fais partie de l'humour et j'en suis très très fier. Voilà. Eh bien, écoute, moi je suis sûre qu'ils ont eu tout à fait raison de te faire confiance. Merci. Je te dis à bientôt à Avignon. Merci beaucoup, merci pour l'interview et bon courage à tout le monde. Merci Stéphane, au revoir.